Fois de plus pour le rendez-vous de tout le mardi à 20h30 pour le compte de l'émission Le Point. Merci de nous rejoindre et de nous être fidèles. Aujourd'hui, nous allons faire le point de quelques questions d'actualité avec un juriste. Ça change aujourd'hui. Il va discuter avec nous sur quelques points d'actualité. Il est avocat, il s'appelle Gérard Kabemba. Bienvenue dans ce programme. Merci madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous êtes avocat, je disais. Vous êtes avocat d'affaires, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un avocat d'affaires, c'est un juriste formé et qui a pour mission essentielle d'assister, d'accompagner celles de personnes, morales ou physiques, qui veulent développer certaines activités industrielles, semi-industrielles, commerciales dans un pays déterminé. Et donc moi je suis là, connaissant l'environnement légal, l'environnement juridique, l'environnement politique, sociologique de notre pays. Et donc j'accompagne ces personnes dans leurs projets, dans la réalisation de leurs projets. D'accord. Voilà. Mais vous vous occupez aussi de la politique, hein? Oui, en fait, j'ai mis du principe, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va s'occuper de vous. Or, lorsque la politique s'occupe de vous, c'est assez dramatique. Alors, j'ai pris les devants, je m'occupe de la politique. Surtout en ce moment-ci. Non, en fait, c'est pas seulement en ce moment-ci. J'ai toujours dit qu'un jeune qui n'a pas d'engagement politique n'est pas un jeune responsable, ou il ne sera pas responsable. Et j'ai toujours milité que cet engagement politique commence déjà, si ce n'est pas fait en famille, à tout le moins au niveau des études universitaires, on doit avoir un engagement politique, quitte à voir par la suite, si vous vous engagez résolument dans les activités politiques, ou soit que vous êtes dans la vie active, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez des acquaintances avec la politique. D'accord. Je dis tout à l'heure que vous êtes engagé dans la politique parce que vous pensez aussi postuler aux prochaines élections. Bien sûr, bien sûr. Il m'a semblé dire que nous avons des échéances électorales qui vont dans une année, dans 2 ans, et donc autant pour moi, autant pour tous les jeunes. J'ai entendu dire qu'il y avait un problème de renouvellement de la classe politique. Elle ne peut se faire que si effectivement les gens de ma génération, d'après ma génération et légèrement d'avant moi, s'engagent aujourd'hui résolument dans la voie de la politique. La politique, pas pour la politique, effectivement. Mais vous ne faites pas par effet de mode, parce que tout le monde veut devenir finalement. Non. On est mieux payé quand on est. C'est le meilleur job. Non, je veux vous dire. Être politicien ou carrément être député. Sans tromper mon serment, je pense qu'en tant qu'avocat, on peut suffisamment bien gagner sa vie. Et pour parler du cas de notre pays, avec la grâce, je crois que je ne mène pas une vie des bohèmes. Donc, la politique, pour moi, c'est pas avoir un poste, c'est peut-être que ce goût-là de vouloir servir. En tant qu'avocat, par nature, je sers, je défends, et peut-être pris dans une forme de déformation. Et en politique, c'est une opportunité pour davantage servir. Mais là, je ne sers plus un nombre limité de personnes qui viennent me contacter, mais je sers la communauté. Donc, à la base, il y a cette idéologie, il y a ce vouloir être de cette manière, et il y a aussi ce vouloir faire de cette manière-là. On parlera des élections tout à l'heure. Je vous en prie. Sur la francophonie, ça s'est passé avant-hier, hier. Au Dakar, la RDC, après 2 ans, a passé le relais au Dakar et c'était une édition spéciale parce qu'il fallait trouver celui qui devait succéder à Abdou Diouf, ce qui n'était pas du tout facile. Mais d'abord, de manière générale, comment avez-vous, on dit que la comparaison n'est pas raison, certes, mais ça ne nous empêche quand même pas de comparer le sommet de Dakar et les sommets de Kinshasa. Beaucoup disent que Kinshasa avait déployé beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de moyens pour organiser ce sommet. Vous êtes de cet avis? Bien sûr, pour 2 petites raisons simples. Il vous souviendra qu'il y a eu 2 camps qui se sont opposés. Celui qui voulait qu'il y ait organisation de ce sommet à Kinshasa, il y en a qui ne voulaient pas. Pour parler simple, cela veut dire l'opposition, pour des raisons qu'ils évoquaient, ils ne voulaient pas que les sommets aient lieu à Kinshasa. Et donc il a fallu redoubler beaucoup d'efforts et être à la hauteur de la tâche. Mais finalement, les sommets ont eu lieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que déjà au sommet de Kinshasa, on a presque suivi
mon point de vue, qui était celui de bien d'autres. J'évoquais avant le sommet de Kinshasa que la francophonie, pour moi, c'était une espèce de gros machin. Parce qu'effectivement, je disais que dans l'espace francophone, on commerçait moins. N'est-ce pas? Et deuxièmement, je disais, et je corrigeais en disant que la République démocratique du Congo n'était pas le deuxième pays francophone. Il était le deuxième pays francophone en termes d'habitants et d'espace. Et donc, c'était vraiment la nuance. Et que les locuteurs du français, vous allez excuser mon français qui n'est pas très bon, en République démocratique du Congo, faisaient peau de chagrin. Parce que si vous acceptez que plus de 80% de la population est analphabète, ça veut dire des gens qui ne savent ni lire ni écrire, donc des gens qui ne savent... L'apprentissage de la langue n'a rien à voir avec je vais en arriver. Si 80 personnes ne savent ni lire ni écrire, c'est-à-dire qui ne savent pas écrire les Kikongo, qui ne savent pas écrire les Tshilouba, n'est-ce pas, qui ne savent pas lire les Tshilouba et les Kikongo, qui sont dans l'alphabet français. Parler en est une autre chose. Et donc, je dis de parler et écrire. Et donc, plus de 80% de Congolais ne parlaient pas français. J'étais en train de militer pour dire que c'est une absurdité d'avoir comme langue officielle uniquement le français et de reléguer les langues qui sont parlées par la grande communauté de Congolais au niveau de langue nationale. Je disais que la modification de la Constitution devrait se faire au niveau de dire qu'au Congo, il y a 5 langues officielles. Le français, le lingala, le tshilouba, le kikongo et le swahili. J'espère qu'on va discuter sur cette modification de la Constitution. Je vous disais aussi à cette époque qu'entre l'espace francophone, on commerçait moins. Parce que généralement, là où on commerce, les bruits de bottes peuvent être diminués. Quel est le niveau des échanges entre la République démocratique du Congo et la République du Congo? À part quelques maigres cartons de papier hygiénique, soit qui partaient vers l'autre pôle, soit des boîtes de conserve qui venaient de l'autre pôle. Et donc, l'orientation fondamentale qui devait être donnée, n'est-ce pas, à cette organisation qui aujourd'hui prend de l'ampleur, était effectivement la dimension économique. Et le sommet de Kinshasa a évoqué la question, et on a vu, selon les bilans qui a été fait, ce que de plus en plus, l'OIF est en train de s'orienter vers un partenariat économique, et le forum qu'il y a eu à Kinshasa ici sur les hommes d'affaires de l'espace francophone en dit long. Et donc, j'avais bien voulu que Dakar soit le prolongement de Kinshasa, n'est-ce pas, en termes de thèmes et de discussions, mais Dakar a abordé un point, pour moi, qui n'est pas non moins important, celui de la femme. Et voilà, ça a débouché sur l'élection d'une femme et de la jeunesse. Mais là encore, je voudrais dire que peut-être que... Et c'était la plus jeune candidate? Bah, semble-t-il, et je l'en félicite, et je sais que c'est une femme méritante, et je suis sûr qu'elle a été élue non parce que c'est une femme, d'abord parce que c'est une personne qui a des capacités, qui a la formation requise, qui a les compétences requises pour effectivement occuper ces postes-là. Mais je viens de me rendre compte que c'est une femme et une belle femme, tant mieux. En parlant de cette femme, il s'agit de Michaël Jean, qui a été désignée, pas du tout votée, comme il faut faire la nuance. Mais alors, pourquoi, d'après vous, pourquoi aurait-il opté pour une désignation par consensus et non par vote? Par principe, je ne suis pas pour les consensus. Ouais. Parce que le consensus, c'est l'expression, c'est une expression antidémocratique. Parce qu'en fait, vous vous exprimez ou vous ne vous exprimez pas de la manière que vous aurez voulu le faire. Le consensus, pour moi, c'est antidémocratique. Bon, mais là... Mais pourquoi alors aurait-il choisi cette voie, d'après vous? Bon, parce qu'il ne fallait pas non plus démontrer que tous ces grands garçons et ces grandes filles qui étaient les chefs d'État et les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères étaient incapables de se mettre d'accord sur la désignation d'un remplaçant. Bon, on n'a pas dit qu'on ne remplace pas Abdou Diouf, d'un successeur d'Abdou Diouf. Et donc, finalement, il fallait mettre de côté certains antagonismes. Il fallait essayer de taire un peu sa fibre nationaliste. On a demandé aux Brazzavillois, on a demandé aux Mauriciens, on a demandé, et donc on a brisé même la fameuse règle où on n'a jamais eu un secrétaire général qui est venu du pays du Nord. Et donc, c'est peut-être une nouvelle dimension, une nouvelle configuration avec les défis aujourd'hui qui se présentent à l'OIF, peut-être à quelque chose malheur à bon, peut-être que c'est la nouvelle conception qu'il fallait mettre en place
pour que l'OIF aujourd'hui et pour que demain puisse-t-elle atteindre les objectifs qui s'est fixés en partant de la déclaration de Dakar et bien la déclaration de Hanoï, de Bamako et de Kinshasa. Mais puisque vous évoquez Brazzaville, il y a Henri Lopez qui a raté ce poste il y a 12 ans. Pour la troisième fois. Et maintenant encore, il rate ce poste. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça que ça a irrité Sassou Nguesso au point de quitter la salle? Bon, pour un chef d'État être irrité et quitter la salle, bon, je suis pas ici pour préjuger de ces comportements-là, mais je dis que bon, il ne faut jamais être un mauvais perdant. Donc, parce que en réalité, lorsque le secrétaire général de l'OIF vient d'un pays déterminé, en étant secrétaire général, il cesse d'appartenir à son pays. Il travaille pour l'organisation. Et donc, c'est peut-être un honneur d'avoir un Congolais de Brazzaville, ou d'avoir Loseke, ou d'avoir Michael Jean pour le Canada, mais en réalité, le programme est bien établi. Michael Jean n'aura pas suffisamment d'influence pour orienter les programmes de la francophonie au Canada si ces programmes sont décidés par le conseil d'administration pour être exécutés en RDC ou en Haïti ou en île Maurice. Donc c'est peut-être une question simplement de prestige national d'avoir un Congolais de Brazzaville à la tête, d'avoir un Congolais de Kinshasa. Ça allonge la liste des personnalités, des hommes et des femmes congolais qui sont dans les organisations internationales, mais ça n'a aucun impact par rapport au fonctionnement et à la politique de l'organisation. Ben, en parlant du... Donc je ne me fâcherai pas, je ne quitterai pas la salle si le candidat congolais RDC n'est pas élu ou n'est pas désigné. Mais en parlant d'irritation ou d'exaspération, il y en a plus d'une personne parmi les chefs d'État qui n'étaient quand même pas aussi d'accord avec les discours d'Hollande, qu'ils ont traités. On parle plus précisément de Ouattara et de Mouchi Kyabo, qui ont traité ce discours du dictat. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle... Mais pourquoi traiterait-il? Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, qu'un autre chef d'État a le droit de donner des injonctions sur d'autres chefs d'État? Oui, mais pourquoi le problème est présenté de cette manière-là? C'est que, à contrario, ils disent qu'ils reçoivent parfois des dictats. Si ils considèrent, moi je considère que je n'ai jamais reçu des dictats de Biwan. Et donc, que Biwan fasse une déclaration dans un sens ou dans un autre, je ne serai pas choqué outre mesure. A contrario, ces chefs d'État sont en train de nous dire, si pas aujourd'hui, mais par le passé, ils recevaient des dictats. Mais aussi, si on se veut vraiment... Mais ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Tant mieux. S'ils recevaient des dictats, quoi de plus normal? Les pays africains étaient colonisés par les pays occidentaux. Mais me semble-t-il... Mais non, tous les pays africains sont souverains. Les chefs d'État que vous avez cités là-bas sont présidents, chefs d'État des États souverains depuis plus de 20 ans. Donc réagir de cette manière-là, cela veut dire qu'il y a quelque temps, dans un passé récent, ils ont reçu encore des dictats et aujourd'hui ils veulent s'émanciper. Deuxième élément, si on se veut vraiment démocrate, dans le sang, dans l'esprit et dans le texte, moi je ne suis pas choqué par ces discours-là, parce qu'effectivement, il y a eu en Afrique, peut-être hier, aujourd'hui on n'en parlait plus, il y a eu des tentatives, des modifications des constitutions, n'est-ce pas, et qui se sont analysées comme étant des tentatives pour effectivement servir tout simplement un intérêt personnel. Si je me trompe, je vous rappelle le cas du Burkina Faso. Ouais. Alors, et donc, la France, qui est un État démocratique, qui est un État qui porte la liberté démocratique, qui est un État qui pense qu'il est en tête de ligne, en tête de front des États démocratiques qui défendent les droits de l'homme et le droit fondamental, entre autres le droit civil, je ne trouve pas d'inconvénient qu'un chef d'État, français soit-il, puisse le dire. Ça aurait été dit par un chef d'État africain, mais puisque vous ne suivez pas les chaînes africaines, le coup n'a pas été très fort. Mais ça a été dit par un chef d'État, et qui, semble-t-il, considérant la réaction, je me rends compte que les chefs d'État, qui depuis jusqu'avant le sommet de Dakar, recevaient des injonctions de la France, ce qui est déplorable. Donc pour ceux qui n'ont jamais reçu des injonctions, pour ceux qui n'ont pas des velléités de vouloir modifier les constitutions dans les sens de l'intérêt personnel, n'ont pas été choqués outre mesure. Ben, on vous entend parler, on va jusqu'à penser que les régimes africains
existe par rapport à l'Occident, vu ce qui se passait avec Ouattara, avec Gbagbo et le Burkinabé Compaoré. Je constate tout simplement que les propres règles que nous nous fixons, n'est-ce pas, nous ne sommes pas capables de les respecter. Et lorsque nous ne respectons pas nos propres règles et qu'on nous fait remarquer, nous crions à haut sur le baudet. J'allais dire, il faut un minimum de sérieux. C'est nous-mêmes, à moins que autour de cette table, à cette chaîne, pendant cette émission, que vous me faites l'aveu que nos constitutions, les textes qui régissent nos pays, nos États, sont des textes d'importation dont nous ne connaissons ni l'âme et ni la substance. Mais je dis que je ne serai pas choqué si le texte que nous avons voulu nous-mêmes et que nous estimons qu'il faille le respecter selon les règles que ces textes-là prévoient par eux-mêmes. Donc je ne suis pas choqué par le discours de Hollande. Vous n'êtes pas choqué quand Hollande aussi applaudit l'insurrection des Burkinabés. On va dire comme ça que la France, le sommet ou France-Afrique n'existe plus, ou n'existe que de nom, et les mortes sans qu'on ne le sache officiellement. Non, c'est deux choses différentes. Ouais. C'est deux choses différentes. Peut-être l'occasion faisant le larron, ce sont des chefs d'État, ce sont des hommes politiques, et puis bon, les journalistes, bien avisés comme vous, et bon, font des pics par rapport à ces questions-là. Donc l'OIF est une structure bien déterminée, avec des missions bien déterminées, et il ne faudrait pas le tronquer, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qui s'est passé au Burkina Faso? Blaise Compaoré dit que je vais faire un mandat au-delà de ce qui est constitutionnel. Le peuple lui dit non. Il dit, bon, ok, je vais rester jusqu'à la fin de... Je ne vais plus modifier, je vais rester jusqu'à la fin. Il dit, non. Ne reste même plus jusqu'à la fin. Il faut que tu partes. Et il est parti. Point barre. C'est simple. Voilà. Donc, la Constitution dit encore qu'il faut que les Français viennent nous expliquer. Peut-être que nous ne comprenons pas les textes que nous élaborons en français. On va peut-être le comprendre. Parce que là, le français est une langue des nuances. Mais quand Hollande dit que les pays francophones membres de l'OIF ne doivent pas, les chefs d'État francophones ne doivent pas attendre. Mais sur quel droit le fait-il? Non, c'est un souhait. Sur quel droit le fait-il? C'est un souhait. Ça faisait même pas partie du débat. C'est un souhait, comme moi je dis. Oui, quand vous souhaitez quelque chose, vous avez une manière de le dire. Et quand vous dites quelque chose, vous dictez quelque chose. Il y a une manière de le dire aussi. Interpréter la forme de son discours, je reste sur le fond. Avant Hollande, Gérard Kabemba avait dit qu'il n'est pas de bonne loi que l'on modifie les constitutions pour prolonger les mandats. Peut-être que ma voix ne porte pas très fort. Ça aurait été un dictat. Avant Hollande, avant Gérard Kabemba, des citoyennes congolaises et des citoyens congolais ont dit qu'il n'est pas bon pour l'Afrique. On va dire comme ça qu'on ne prendra pas au sérieux ce que Hollande a dit, parce que ce n'est qu'un souhait. On ne prend pas au sérieux ce qu'il dit. Et donc, les politiques africaines doivent fonctionner avec les réalités africaines, c'est ça. Madame, vous n'avez pas de velléité de modifier la Constitution. En quoi vous êtes serré choqué? C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas... Yahi Boni a dit, mes 2 ans, mes 2 mandats, je suis parti. Oui, mais la ministre des Affaires étrangères rwandaise réagit parce que, en filigrane, Kagame dit, si la population me demande de faire 3 mandats, contrairement à la Constitution, je resterai. Elle réagit. Kabila n'a pas réagi pour parler de lui. Kabila n'a pas réagi. Pourquoi? Parce que ça ne l'intéresse pas. Kabila, Joseph n'a jamais dit qu'il allait modifier la Constitution pour faire un 3e mandat, à ma connaissance. Ceux qui ont réagi savent de quoi. Nous savons qu'il y a des vérités, des modifications de la Constitution déclarées au Congo en face. Ils ont réagi. Au Rwanda, ils ont réagi. Kabila n'a pas réagi. S'il vous plaît. Et Ouattara qui a réagi? Ce n'est pas ça. Et Ouattara qui a réagi, c'est par rapport à quoi? Oui, mais je ne sais pas. Parce que lui, il a un premier mandat. Il a la possibilité de faire un second. Oui, mais alors pourquoi il réagirait? Posez-lui la question. Non, on ne le pose pas la question. Lors de votre passage à Abidjan, posez-lui la question. Il n'y a pas de poser la question. C'est quelqu'un qui n'a pas apprécié, qui analyse et qui n'a pas apprécié ce dictat. Moi, j'ai apprécié. J'ai apprécié, j'espère, sans être son porte-voix. Ceux qui n'ont pas réagi ont apprécié.
Mais ceux qui ont réagi n'ont pas apprécié. Point barre, c'est aussi ça la démocratie. Mais je dis qu'il est malheureux, si c'est l'analyse que vous faites, de constater que les chefs de l'État ont pensé que c'était un dictat. Donc, nous avons des chefs d'État qui sont dictés par l'Occident et qui, le soir, par les téléphones rouges et les matins, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Moi, je regrette. En tout cas, ce n'est pas cette Afrique-là que Kwame voulait, ce n'est pas cette Afrique-là que Laurent Désiré voulait, ce n'est pas cette Afrique-là que Lumumba voulait. Je suis désolé. Ben voilà, on va parler des élections. Si vous voulez. Vous serez le prochain candidat et vous vous préparez déjà. Oui, mais je n'y pense pas quand je me rase le matin. Mais je dis que... Mais ça nécessite une préparation, n'est-ce Mais pas? bien sûr, mais bien sûr. Ben alors, Malou Malou pense que les gens ne veulent pas se préparer, ils se donnent plutôt à des discussions stériles. Alors, pensez-vous que les élections doivent être préparées en amont pour que le résultat soit accepté Vous parlez de quelle préparation? Parce qu'à mon sens, il y a deux préparations. Oui. Au regard du texte, le travail de Manu Malou, ce n'est pas de rappeler aux hommes politiques de préparer les élections. Il relève de leur propre responsabilité. Deuxième élément, Malou Malou est chargé de préparer les élections, les cycles électoraux. Je dis l'abbé, le révérend abbé Malou Malou, parce que je suis catholique pratiquant. Le révérend abbé Malou Malou est chargé de préparer techniquement les cycles électoraux. C'est ça son travail. La petite reproche amicale, fraternelle, qu'on peut faire à l'abbé Malou Malou, c'est de vouloir passer comme un donneur de leçons aux politiciens. Et de ce fait, il ne se retrouve plus lui-même dans ces tourbillons-là. Il reste, et je lui reconnais, le Congo lui reconnaît, l'Afrique lui reconnaît et le monde. C'est un expert technique des élections. Deux sortes de préparation. Toute personne sérieuse, et je veux en être une, qui pense... Vous parlez de deux préparations. La oui, première et laquelle... la préparation technique, oui, et qui est faite par la CENI. Et la deuxième préparation, c'est celle des hommes qui veulent s'engager dans ces échéances. Ben, vous êtes parmi ces hommes-là qui vont s'engager. Est-ce que vous vous préparez? Oui, mais justement, si vous me donnez gratuitement votre espace, je vais vous dire. Je dis que toute personne sérieuse qui pense être candidat aux échéances électorales doit se préparer. Et vous vous préparez, vous? Oui, madame. Comment vous mais je préparez? vous ai donné l'image. Cela veut dire que j'ai été dans un... Parlez concrètement. Oui, concrètement, cela veut dire, un, vous devez réunir les moyens financiers. Deux, si vous voulez, je vais vous envoyer par mail les comptes bancaires, ce que j'ai comme relevé. Deuxièmement, il y a les ressources humaines. Cela veut dire que vous devez avoir une équipe de gens aguerris. Troisièmement, vous devez inséminer si votre candidature sera au niveau local, soit qu'elle est au niveau national, soit qu'elle est au niveau présidentiel. Donc, vous devez vous inséminer localement ou sur le plan provincial ou sur le plan national. N'est-ce pas? Deuxièmement, je veux dire quatrièmement, vous devez avoir des contacts qui sont des contacts politiques par rapport à ce que vous voulez être. Et donc c'est ça. Si vous avez le temps, je voudrais vous inviter, vous allez voir comment cette organisation est mise en place. J'étais en train de vous dire que toute personne sérieuse, et moi je vais être parmi cette catégorie-là, passe par ces 4 préalables et les prépare, non pas la veille, mais depuis une année lorsqu'il prend la décision de rentrer dans ces schémas. Et ce sont les 4 points importants. Ressources financières, ressources humaines, j'allais dire ressources politiques et ressources de lobbying. Oui, c'est quoi votre ressource politique? Mais c'est moi-même. Je suis en train de professer une certaine idéologie politique. Je veux qu'autour de moi fédèrent des hommes et des femmes qui partagent les mêmes idées que moi, les idées d'un Congo plus qu'émergent, les idées d'un Congo dépouillé de tous les atavismes du passé, ce qui a fondamentalement manqué à notre pays. On va parler de la révision de la Constitution, mais on constate quand même qu'en RDC, l'élaboration de la Constitution ou la révision de la Constitution s'est fait en temps de crise. Et pourquoi, d'après vous? Non, mais parce que la République elle-même est née d'une crise. Elle-même, elle est d'une crise. Elle est d'une crise. La République n'est pas née d'une révolution. La République n'est pas née d'un cheminement philosophique. N'est-ce pas?
La République n'est pas née, j'allais dire, d'une révolution culturelle ou d'une révolution politique. La République est née d'une crise. J'ai entendu dire qu'on a parlé des crises de légitimité. On parle aussi de la crise institutionnelle et de la crise législative. Cela veut dire qu'en réalité, personne ne croit aux textes que nous mettons en place. Si ces textes-là ne nous apportent pas bonheur, ce que François Hollande appelle un rapport personnel, tout simplement. Voilà pourquoi cette question qui est fondamentale se pose toujours avec acuité. Parce que tout simplement, on n'a jamais vidé cette question. J'étais en train de m'amuser en pensant, aujourd'hui en venant, lorsque cette constitution avait été élaborée, et je suis en train de chercher seuls des Congolaises ou ceux de Congolais qui ont participé à son élaboration. Je n'en trouve pas. Mais tout le monde, et l'opposition et les pouvoirs, avaient fait campagne pour cette constitution. Sauf les Palous, qui avaient dit à son temps que cette constitution était une œuvre occidentale et qu'elle n'adhérait pas. N'est-ce pas? Mais tout le monde a suivi. Mais aujourd'hui, on pose toutes les questions que l'on peut poser. Parce qu'en réalité, à son temps, personne n'a très bien lu la Constitution. D'accord. On va parler de dialogue entre l'opposition et la majorité qui va certainement être organisé incessamment. Mais est-ce que vous pensez-vous qu'il y a nécessité d'avoir un autre forum après les concertations nationales? Autant pour les consensus, autant je suis contre le dialogue. On va dialoguer, on va parler de quoi? Alors que d'aucuns disent que dans un pays démocratique, le dialogue doit être permanent. Le dialogue dans un pays démocratique, c'est lorsque le tenant du pouvoir estime, pour une question majeure, qu'il veuille récolter les avis des uns et des autres. Mais il faut noter que ces avis ne sont que consultatifs. Ces avis ne sont pas obligatoires. Lorsque le tenant du pouvoir aujourd'hui, le gouvernement veut faire une grande réforme sur le droit du travail, il peut estimer, en démocratie, d'écouter le son de cloche des uns et des autres, de groupements syndicaux, de l'opposition, de la société civile, des femmes, des hommes, des enfants. Mais ces avis sont consultatifs, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est là que l'on tronque la démocratie, il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont été élus, c'est eux qui ont la légitimité ou la légalité du pouvoir, c'est eux qui gouvernent. Donc, vous voyez un gouvernement appliquer une politique de l'opposition, alors que celui qui est au gouvernement, c'est un non-sens. C'est ça en démocratie. C'est ça, c'est le seul dialogue. Mais l'opposition qui veut ce dialogue sous format de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098. Alors, pourquoi, d'après vous, la majorité et l'opposition ne se mettent pas d'accord sur ces deux concepts? La seule chose qui peut mettre les gens d'accord en démocratie, c'est la légalité, c'est la loi. Mais je veux vous dire, la fâcheuse habitude et la grande compétence qu'on reconnaît à tous les Congolais, c'est d'être capable d'interpréter les lois. Chacun est capable d'interpréter des lois et de penser que, madame, il y a des pauvres gens comme moi qui ont fait des années pour apprendre l'interprétation. Lorsque une disposition ne vous chante pas, n'est pas dans le sens de vos intérêts, vous en donnez une interprétation déterminée. Lorsque vous changez de camp, vous en donnez une autre. En parlant de légitimité, de la légalité, vous pensez que ça ne fera jamais bon ménage un jour? Au contraire, je dis que la légitimité et la légalité sont de sœurs siamoises. Lorsque vous les séparez, je connais très peu de cas des enfants siamois qui ont été séparés, qui ont survécu. Donc, la légalité et la légitimité doivent aller de pair. Mais parfois, on a des soucis chez nous. On peut avoir la légalité sans nécessairement la légitimité. Déjà que la légitimité est une notion assez subjective et qui s'analyse en des termes assez subjectifs aussi. Mais je dis que ce sont deux sœurs siamoises qui doivent aller de pair. Pour revenir à votre question, pour moi, le dialogue est très dangereux parce que depuis 1960, les dialogues débouchent toujours sur la répartition des postes. Et je crois qu'aujourd'hui, la majorité des Congolais ne sont pas prêts à avoir des dialogues qui débouchent sur des postes. Parce qu'en fait, on s'en prend au maillon faible de la chaîne. C'est le gouvernement, on change. Mais alors, ça avantage qui lorsqu'on applique les textes de l'accord cadre d'Addis Abeba? Aussi, on met en pratique la résolution
2018. Qui est avantagé dans tout ça? L'esprit de l'accord cadre, l'esprit de la légalité profite à tout le monde. Mais seulement, il ne faut pas aller trop vite. C'est-à-dire, j'ai l'impression que certains de mes frères, certains de mes sœurs pensent que 2016 c'est aujourd'hui. Puisque vous ne remettez pas déjà en cause, en tout cas la majorité, ne remet pas en cause une certaine légalité du pouvoir actuel, et donc, attendons 2016. Mais il revient à l'opposition de faire des signaux d'alarme lorsqu'on se rend compte qu'effectivement, le pouvoir veut nous amener dans tel ou dans tel autre sens. Tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'on pense que 2016, c'est déjà aujourd'hui ou c'est demain. Et c'est un cauchemar. Je vois des gens sursauter dans leur lit. Aïe, Tokobi déjà 2016. Qu'est-ce qui va en être? Donc je dis, la démocratie, l'esprit démocratique, c'est aussi avaler la pilule amère et d'attendre. Et d'attendre. Ceux qui mourront ne verront pas 2016. Mais ceux qui auront la grâce de ne pas mourir, ils verront 2016. D'accord. On va rapidement parler de la sécurité à l'est du pays. On va prendre le cas de Cobra Matata qui s'est rendu, ce qui est une bonne chose. Mais d'aucuns s'étonnent quand même qu'il soit en liberté à Bunia. Alors, d'après vous, quelle formule doit-on appliquer pour les seigneurs de guerre? Non, bien, pour l'impunité? Non, bien plus. En rapport avec les seigneurs de guerre? Bien plus, Cobra Matata, non seulement il est en liberté, mais au lendemain de sa liberté, il a fait un accident. Parce qu'il roulait à vive allure, ne respectant pas les codes de la route. Madame, je veux vous dire très sincèrement, je suis contre les seigneurs de guerre. Totalement contre. Et je dis qu'il faut une justice pour penser les plaies de ces familles, de ces hommes et de ces femmes qui ont été victimes de tous ces bandits. Parce qu'en réalité, Cobra Matata, quelle est sa vision philosophique? Mais alors, quelle formule doit-on appliquer pour ces seigneurs de guerre pour bannir l'impunité? Un gouvernement fort, qui ne fait pas quartier. Un gouvernement fort. Oui, remettre en place, le terme est très bon, mais généralement il est vidé d'essence. Rétablir l'autorité de l'État. C'est ça, rétablir l'autorité de l'État. Une police efficace, une armée forte qui travaille déjà, des services de sécurité aguerris pour mettre fin à ce carnage. Madame, je viens de l'Est, il y a 2-3 semaines, mais c'est pas possible. Il faut qu'on mette fin à ça. Parce que ces personnes-là, oui, ces personnes-là, quoi qu'on leur dise, restent des criminels, restent des bandits, parce qu'ils ne professent aucune idéologie, parce qu'ils ne professent aucune vision de la société. Mais de l'autre côté, le M23, qui ne veulent toujours pas se regrouper à Kamina jusqu'à aujourd'hui, ils restent campés au Rwanda et à l'Ouganda. Est-ce que cela ne nécessite pas, ne constitue pas une menace à l'avenir? Tant mieux qu'ils restent là-bas. Si on peut les envoyer même en Somalie, ce serait une bonne chose. Ils seraient davantage éloignés de nos frontières. Mais pour parler... Ils devraient en principe se regrouper à Kamina? Non, pour parler très sérieux, on va les regrouper pour en faire quoi? Pour intégrer l'armée? On va voir quel type d'armée. C'est pourquoi j'ai dit, autant pour la République. Alors vous optez pour la politique d'exclusion? Non, j'opte pour la politique de la justice, de la discipline, de l'ordre républicain. Mais ce sont des gens qui ont bénéficié de l'amnistie. Je ne veux pas discuter de loi. Un juriste est sérieux, un homme respectable, ne discute pas des décisions qui sont prises. N'est-ce pas? Je ne discute pas des décisions, mais je n'apprécie pas la décision. Il y a toute la nuance. J'ai dit que nous sommes en train d'avoir une structure, une des structures les plus importantes, autant que notre pays, qui s'est construite sur base d'une crise. On a quoi finalement? Au finish, on a quoi? Au finish, qu'est-ce que nous avons? Où est parti l'esprit républicain? L'esprit républicain, c'est le respect des normes. C'est l'application de la légalité. Sans concession, sans sentiment. Parce qu'effectivement, le vrai problème dans notre pays, on veut donner des réponses politiques aux questions juridiques et on veut donner des réponses juridiques aux questions politiques. Et tout l'imbroglio, tout le désastre se retrouve à ce niveau-là. Et donc vous avez des dispositions légales qui en fait n'ont rien comme substance. On va dire comme ça que le fait que le M23 continue à rester au Rwanda et en Ouganda ne pose pas de problème. Ça ne constitue pas du tout une menace à l'avenir. Je n'ai pas le rapport de sécurité. Ça peut être une menace comme ça ne peut pas l'être. Au cas où c'est une menace, que doit-on faire une armée pour forte. Le contraindre à regagner Kamina? Parce qu'aujourd'hui ils sont en Ouganda, on ne va pas les attaquer en Ouganda. C'est une armée forte. Le jour où on les sent arriver, organisés sous forme d'une bande de criminels, des violeurs, n'est-ce pas,
aux portes de nos frontières, puisqu'on aura une armée forte, on va les repousser. C'est aussi simple que ça. On ne pourra jamais combattre les M23 et tous les bandits qui sont là-bas politiquement, par des dialogues. C'est faux. C'est archi faux. Alors, je suis un politicien. On vous entend parler, il faut opter pour, il faut privilégier l'option militaire, c'est ça? Alors que l'option militaire a été privilégiée il y a peu, on a opté pour l'option diplomatique et politique. Vous avez eu les résultats. Le président de la République a mis 3 options. Mais lorsque l'option militaire a prévalu, on a arrêté tout le reste. C'est connu. Vous vivez ici. Oui, maintenant, ils doivent regagner la République. Nous avons plus de 300 officiers qui ont été formés. Que faire pour les contraindre? Je suis en train de vous dire, il y a des contraintes diplomatiques que les affaires étrangères les fassent auprès des pays limitrophes et de leur gouvernement, en leur démontrant qu'ils n'ont pas intérêt à garder ces gens chez eux parce que ça empoisonne des relations stratégiques, économiques et financières entre nos États. C'est le travail diplomatique. Je dis qu'il faut un travail militaire. Tous ces bandits, lorsqu'ils apprendront que nous avons 300 officiers d'une nouvelle génération qui ont été formés à Arusha, qui sont là pour refaire l'esprit républicain dans nos rangs, vont réfléchir par 4 fois avant d'attaquer les Congos. Lorsqu'ils auront appris, avec la nouvelle réorganisation et la réforme de l'armée, nous avons des structures fortes, avec des hommes forts, avec des militaires aguerris, avec l'esprit républicain, qui ne seront pas des petits pilleurs, des petits violeurs, le taux diminue d'ailleurs, ils vont réfléchir par 4 fois avant d'attaquer le Congo. Donc l'élément dissuasif est très important. Ce sont les piliers d'un État. Un État qui n'a pas une armée, qui n'a pas une police, ce n'est pas un État. On va vous craindre par rapport à ça. Ces gens-là, aujourd'hui, s'ils peuvent avoir des vérités de faire ce qu'ils font, ils savent ce qui se passe dans l'armée. Mais lorsqu'ils auront appris qu'il y a un vaillant Mamadou, il y a un vaillant Baouma, il y a un vaillant Gérard Kabemba, ils vont réfléchir par 3 fois. Et donc, ils ne vont plus rentrer dans cette aventure. Pour moi, j'ai dit que la seule chose qui peut blesser, qui peut penser, je voulais dire, les blessures de ces hommes et de ces femmes, de toutes ces communautés, c'est la justice. Et pour moi, Cobra Matata n'amènera pas suffisamment de paix. Sa place, sa bonne place, c'est devant les tribunaux pour qu'ils répondent de ces actes. D'accord. Monsieur Gérard Kabemba, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vous dis également merci à vous d'avoir suivi cet entretien qui reviendra demain à 7h15, mais également le jeudi à 23h. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi à 20h30 avec un nouvel invité et de nouvelles questions d'actualité, bien entendu. Très belle semaine à toutes et à tous et restez avec nous sur B1.